C'est avril 1945. Le monde qui tremblait autrefois devant les armées d'Hitler s'effondre maintenant autour de lui. L'homme qui se tenait autrefois sur les grandes scènes d'Europe, promettant un Reich de 1000 ans, se cache maintenant sous terre dans un bunker en béton humide sous les ruines de Berlin. Pendant des années, il avait vécu sur le mythe du destin, chaque défaite, chaque revers qu'il rejetait comme temporaire. La volonté du Führer est inébranlable, disaient ses ministres au peuple. Mais en vérité, elle était déjà brisée. Au-dessus de lui, Berlin brûlait. L'armée rouge n'était qu'à quelques miles, les obus résonnant à travers la ville. À l'intérieur du bunker du Führer, il n'y avait pas de lumière du soleil, seulement le scintillement de lampes mourantes, la fumée de cigarettes et la puanteur de la peur. Des cartes pendaient toujours au mur, couvertes de flèches rouges montrant des contre-attaques imaginaires qui n'arriveraient jamais. Hitler refusait de partir. Ses généraux le suppliaient de s'échapper vers les Alpes pour se regrouper, mais il riait d'incrédulité. Se rendre, jamais. Je ne fuirai pas comme un lâche. Pour lui, la retraite signifiait l'humiliation. La mort était préférable à la défaite. Mais derrière ses yeux bleus froids, quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa vie, Adolf Hitler commençait à réaliser que son monde, son empire, son contrôle, son mythe avaient peu disparu. La première fissure est apparue quand Göring, son adjoint autrefois loyal, a envoyé un message suggérant qu'il prenne le commandement de l'Allemagne, si Hitler était isolé à Berlin. Pour tout leader sensé, c'était pratique. Pour Hitler, c'était une trahison. Il a explosé de rage, qualifiant Göring de traître, ordonnant son arrestation. Mais au fond, il savait ce que cela signifiait. Même son cercle intime avait cessé de croire qu'il pouvait gagner. À présent, chaque grande ville d'Allemagne était en ruine. Les alliés occidentaux se rapprochaient d'un côté, les soviétiques de l'autre. Le Reich invincible était encerclé, affamé et divisé. Pourtant, Hitler s'accrochait aux illusions. Il croyait que la soi-disant contre-attaque de Steiner, un dernier combat mené par le général Félix Steiner, écraserait les soviétiques et sauverait Berlin. Mais Steiner n'a jamais reçu les troupes, n'a jamais lancé l'attaque. C'était un ordre impossible né de la fantaisie. Quand son état-major l'a informé que Steiner avait échoué à bouger, Hitler a craqué. Des témoins l'ont décrit tremblant de manière incontrôlable, frappant ses poings contre la table, hurlant que la guerre était perdue et que tout le monde l'avait trahi. C'était l'infâme effondrement du bunker. Le moment de vérité que même ses officiers les plus loyaux n'oublieraient jamais. C'est alors que l'illusion s'est complètement brisée. Pour la première fois, Hitler a prononcé les mots que ces hommes n'auraient jamais pensé entendre. La guerre est perdue. Il a renvoyé tout le monde de la pièce. Quand ils sont revenus, sa voix était plus calme, son visage pâle, vidé, presque fantomatique. Il ne parlait plus de victoire, de destin ou de gloire. Il ne parlait que de mort. Il leur a dit qu'il resterait à Berlin et se tirerait une balle quand le moment viendrait. L'homme qui gouvernait autrefois l'Europe d'un seul ordre était maintenant assis tremblant dans les ombres, fixant le sol. Même l'air dans le bunker semblait plus lourd, comme si tout le monde pouvait sentir le poids de l'histoire se refermer. Dehors, les sons de la bataille se rapprochaient. Des chars roulaient, l'artillerie pilonnait. Les soviétiques avaient déjà atteint le centre-ville. Berlin était une mer de feu remplie de civils fuyant à travers les décombres. Des officiers SS brûlant des documents et des soldats trop jeunes pour se raser étant envoyés défendre des rues qui n'existaient plus. Le monde d'Hitler, celui construit sur la peur, les mensonges et le fer, se dissolvait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Mais il ne perdait pas seulement une guerre. Il perdait son identité, l'image divine qu'il avait construite dans son propre esprit. Pendant des années, sa propagande disait au peuple allemand qu'il était choisi par le destin. Maintenant, alors que les murs du bunker tremblaient à chaque explosion, même lui commençait à se demander si le destin l'avait abandonné. Dans le coin de son bureau, il gardait un portrait de Frédéric le Grand, le roi prussien, qui avait transformé une quasi-défaite en victoire des siècles plus tôt. Il le fixait souvent, comme s'il attendait un miracle, mais aucun n'est venu. À la mi-avril, des rapports sont arrivés que ses plus proches alliés étaient partis. Himmler négociait secrètement avec les alliés. Goebbels s'effondrait émotionnellement, et les généraux autrefois puissants d'Hitler étaient soit morts, capturés ou en fuite. L'homme qui commandait autrefois des millions régnait maintenant sur une poignée de personnel et de secrétaires terrifiés, enfermés sous terre dans un tombeau de sa propre création. Et puis vint le coup final. La nouvelle que les soviétiques étaient à quelques pâtés de maison de la chancellerie du Reich. Le tonnerre de l'artillerie résonnait à travers la nuit. La fin n'était plus une rumeur.
C'étaient des pas au-dessus de lui. Il savait alors qu'il n'y aurait pas d'échappatoire, pas de victoire, pas de rédemption, seulement une fin. Mais le moment où il a vraiment réalisé que c'était fini n'était pas pendant une réunion ou une bataille. Cela s'est passé dans le silence. C'était quand il est entré dans ses quartiers privés, a fermé la porte derrière lui et a regardé dans le miroir, et a vu non pas le Führer, non pas le conquérant de l'Europe, mais un vieil homme brisé attendant la mort. Le miroir le fixait en retour, peau pâle, main tremblante, yeux qui n'étaient plus remplis de fureur, mais de vide. Adolf Hitler, l'homme qui avait autrefois promis un nouvel ordre mondial, ressemblait maintenant au fantôme de sa propre création. Il savait que la fin approchait, mais il voulait la chorégraphier, contrôler son dernier moment, comme il contrôlait autrefois les nations. S'il ne pouvait pas gagner la guerre, il déciderait au moins comment elle se terminerait. Il a ordonné à son personnel de brûler tous les documents qui pourraient l'humilier. Il a donné des instructions pour que son corps soit détruit après la mort. Il craignait d'être exposé comme Mussolini, pendu à l'envers pour que le monde le voie. Même dans ces dernières heures, la vanité le gouvernait plus que l'humanité. Dehors, l'armée rouge prenait d'assaut Berlin rue par rue. La capitale allemande, autrefois fière, s'était transformée en terre désolée. Bâtiments éventrés, fumée noircissant le ciel. Les sons des chars et des lance-flammes résonnaient à travers les ruines. Hitler pouvait tout entendre. Chaque explosion semblait être un autre battement de cœur de son empire mourant. À l'intérieur du bunker, la nourriture était presque épuisée. Il n'y avait plus de pression d'eau, plus d'électricité dans certaines parties du complexe. Les secrétaires pleuraient silencieusement la nuit. Certaines prenaient des capsules de cyanure plutôt que d'affronter la capture. Même sa chienne Blondie était devenue partie de son délire. Il a testé le poison sur elle pour s'assurer qu'il fonctionnait. C'était le genre d'homme qu'il était devenu, un dirigeant tellement consumé par la peur qu'il faisait plus confiance à la mort qu'à la loyauté. Le 29 avril, la radio lui a apporté l'humiliation finale. Benito Mussolini, son plus proche allié, son miroir en Italie, avait été capturé et exécuté par son propre peuple, son corps mutilé et pendu en public. Hitler a fixé le rapport pendant longtemps, il n'a rien dit. Puis dans une voix qui portait à peine, il a murmuré « Je ne subirai pas le sort de Mussolini ». C'était le moment où il a accepté la mort, non pas comme une défaite, mais comme son dernier acte de contrôle. Il déciderait quand le Troisième Reich prendrait fin. Cette nuit-là, il a épousé Eva Braun. Ce n'était pas un mariage né de l'amour, c'était un rituel, une dernière illusion de normalité avant l'effondrement. Ils ont trinqué avec du champagne bon marché pendant que l'artillerie secouait le bunker. Les témoins l'ont décrit comme étrangement calme, poli, distant, presque doux. C'était comme si la tempête en lui s'était tue. Mais en dehors de cette petite pièce, éclairée aux bougies, tout était fini. L'armée rouge était entrée dans le quartier gouvernemental. Des coups de feu résonnaient au-dessus. Les soldats du Reich se rendaient ou mourèrent dans les rues. Il n'y avait plus d'armée pour le sauver, plus de forteresse pour le défendre, juste un bunker sous une ville qui n'existait plus. Quand ses aides sont entrés dans la pièce, ils l'ont trouvé affalé sur le canapé, un pistolet encore dans sa main. Eva Braun gisait à côté de lui, une faible odeur de cyanure dans l'air. L'homme qui exigeait que des millions meurent pour lui ne pouvait pas affronter la défaite lui-même. Ses gardes ont transporté les corps à l'étage, dans le jardin, et les ont brûlés sous le ciel gris de Berlin, exactement comme il l'avait ordonné. Au-dessus d'eux, les obus soviétiques continuaient de tomber. L'empire qui s'étendait autrefois de l'Atlantique à la Volga s'est terminé en quelques pieds de cendres. Quand les troupes soviétiques ont découvert le bunker quelques jours plus tard, elles ont trouvé une scène figée dans la décomposition, des cartes éparpillées, de la nourriture à moitié mangée et des notes désespérées griffonnées sur les murs. Tout sentait la fumée, la sueur et la peur. Dans la pièce où Hitler est mort, l'air était encore lourd, comme si l'histoire elle-même refusait d'avancer. Ses gardes ont transporté les corps à l'étage dans le jardin et les ont brûlés sous le ciel gris de Berlin, exactement comme il l'avait ordonné. Au-dessus d'eux, les obus soviétiques continuaient de tomber. L'empire qui s'étendait autrefois de l'Atlantique à la Volga s'est terminé en quelques pieds de cendres. Quand les troupes soviétiques ont découvert le bunker quelques jours plus tard, elles ont trouvé une scène figée dans la décomposition. Des cartes éparpillées, de la nourriture à moitié mangée et des notes désespérées griffonnées sur les murs. Tout sentait la fumée, la sueur et la peur. Dans la pièce où Hitler est mort, l'air était encore lourd, comme si l'histoire elle-même refusait d'avancer. Ses gardes se sont rendus peu après. Berlin est tombé complètement le 2 mai.
En une semaine, l'Allemagne nazie, le soi-disant Reich de Milan, avait disparu. Il avait duré à peine 12 ans, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les mois qui ont suivi, des rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre qu'Hitler s'était échappé, qu'il était vivant quelque part en Amérique du Sud. Pour beaucoup d'Allemands, il était plus facile de croire en la fantaisie que d'affronter la vérité. La vérité que leur Führer les avait abandonnés, tout comme il avait abandonné la réalité bien avant la fin, parce que le véritable moment où Hitler a perdu la guerre n'était pas dans ce bunker. Ce n'était pas quand les Alliés ont traversé le Rhin ou quand les Soviétiques ont pris Berlin. C'était des années plus tôt, le moment où il a cru qu'il était infaillible, que le destin ne pouvait pas le trahir. Le bunker était juste l'endroit où cette illusion est finalement morte. Alors que Berlin brûlait, des millions de vies ont été laissées briser à travers l'Europe. Des familles détruites, des villes effacées, des générations marquées. Et pourquoi ? Pour l'illusion d'un homme qui se croyait plus grand que la vérité elle-même. Au final, l'histoire ne se souvient pas d'Hitler pour son empire ou ses discours. Elle se souvient du silence qui a suivi. Le silence d'une ville en ruine. Le silence d'un bunker profondément sous terre. Et le silence d'un homme qui a finalement réalisé que le monde qu'il avait construit à partir de la haine ne pourrait jamais lui survivre. Le Troisième Reich ne s'est pas terminé par une grande bataille ou une position héroïque. Il s'est terminé par un seul coup de feu résonnant dans l'obscurité, marquant la chute d'un dictateur qui pensait pouvoir réécrire le destin. Et à ce moment-là, le monde a expiré parce que le cauchemar était enfin terminé.